Avant de commencer, j'aimerais remercier tous ceux qui nous ont permis d'atteindre 5% du projet que nous avons présentement. Donc, toutes les informations sont en description de la vidéo, ainsi que ceux qui pensent nous rejoindre afin de pouvoir compléter le 95% restant. Comme je l'ai dit précédemment, toutes les informations par rapport au projet sont en description de cette vidéo. Maintenant, dans la quasi-totalité des secteurs, quand une entreprise publie des revenus en hausse de 196% en un an, des marges brutes qui s'approchent de 80% et un carnet de commandes entièrement signé pour les 12 prochains mois, la conclusion s'impose d'elle-même. L'entreprise va bien, acheter, passer à autre chose. Mais la mémoire n'est pas un secteur comme les autres. Et Micron n'est pas une entreprise que vous pouvez lire avec les mêmes réflexes analytiques que vous utiliseriez pour un éditeur de logiciels ou une entreprise dans la grande distribution. Dans la mémoire, des résultats aussi exceptionnels que ceux de Micron, des résultats aussi exceptionnels que ceux que Micron vient de publier sont simultanément la meilleure nouvelle possible et le signal le plus incommode qui soit pour un investisseur qui connaît l'histoire du secteur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Commençons par les faits, parce qu'ils sont effectivement remarquables. Micron fabrique deux types de mémoire, la DRAM et la NAND. Depuis 2 ans, l'entreprise a ajouté une troisième catégorie qui est en train de tout changer. La HBM ou High Bandwidth Memory, excusez-moi pour mon anglais, dans tous les cas de figure, ici on parle français. Okay. Donc, c'est une mémoire ultra rapide empilée en couches tridimensionnelles, spécifiquement conçue pour alimenter les puces d'IA en données à une vitesse que les architectures mémoire traditionnelles, donc que ce soit la DRAM, que ce soit la NAND, ne peuvent pas atteindre. Un GPU de NVIDIA comme le H100 ou bien le B200 ne peut fonctionner à pleine puissance que si la mémoire qu'il alimente peut lui fournir des données assez vite. Donc la HBM est la seule technologie capable de répondre à cette exigence aujourd'hui et Micron est l'un des 3 seuls fabricants au monde capables de la produire avec Samsung et SK Hynix. J'ai bien dit capable et c'est important. OK? Donc, ce contexte explique les chiffres du trimestre de février 2026, donc se terminant ici au mois de février 2026. Les revenus ont atteint 23,86 milliards de dollars, en hausse de 196% sur un an. Le segment Cloud Memory a généré à lui seul 7,75 milliards de dollars avec une marge brute de 74%. Le bénéfice par action non GAAP a atteint 12,2 dollars par action contre un consensus de 8,73 dollars, soit un dépassement de près de 40%. Micron a utilisé ce flux de trésorerie pour réduire sa dette de 14,6 milliards de dollars à 10,1 milliards de dollars, tout en maintenant 14 milliards de liquidités. C'est une transformation financière spectaculaire en l'espace de quelques trimestres. Et pourtant, c'est précisément là que l'investisseur rigoureux doit s'arrêter et poser la question que les chiffres seuls ne peuvent pas résoudre. Alors, le secteur de la mémoire est l'un des secteurs les plus j'ai bien choisi le terme, violemment cyclique qui existe dans le secteur technologique. Donc, j'aurais même dû dire l'une des sous-industries les plus cycliques qui existent dans le secteur technologique. Son histoire depuis les années 80 est une succession de booms et d'effondrements dont la régularité est presque mécanique. Le mécanisme est simple à comprendre. Quand la demande de mémoire accélère, les prix augmentent. Quand les prix augmentent, tous les fabricants investissent massivement pour augmenter leur capacité de production. Maintenant, si capacité de production augmente, refaites l'analyse inverse. Et vous allez comprendre où est le problème. Donc, ces investissements prennent 18 à 24 mois avant de se traduire en volume disponible sur le marché. Pendant ce temps, la demande continue de croître et les prix continuent de monter. Puis, les nouvelles capacités arriveront tout en même temps et l'offre dépasse la demande. Les prix s'effondrent et les fabricants coupent leurs investissements. Ce cycle s'est répété avec une régularité remarquable et à chaque pic, les analystes ont trouvé de bonnes raisons d'expliquer pourquoi cette fois-ci était différente. Et quand vous entendez ce terme-là, faites très, très attention. Donc, par le passé, c'est exactement ce que je vous ai décrit. OK? Donc, par le passé, quand la demande augmentait,
Donc, quand la demande était plus élevée que l'offre, les prix augmentaient. Et quand les prix augmentaient, tous les fabricants commençaient également à investir massivement pour augmenter les capacités. Pour qu'une nouvelle capacité entre sur le marché, ça prend généralement entre 18 et 24 mois. Et pendant ce temps, afin que ça se traduise en augmentation des volumes, et pendant ce temps, les prix ne font qu'augmenter. Et à un moment donné, quand les nouvelles capacités vont arriver sur le marché, l'offre va dépasser la demande et les prix vont s'effondrer. Ce qui pourrait entraîner des fabricants à couper des investissements qu'ils ont, enfin, des projets d'investissement qu'ils ont présentement. Et donc, pour moi, c'est d'abord ça le premier problème dans ce secteur d'activité. Pour ceux qui ont lu les rapports, qui ont écouté les conférences call, vous avez entendu tout le monde parler d'augmentation des capacités. Oui ou non? Voilà. Maintenant, tirer les conclusions nécessaires. Je continue. OK? Parce que ça, c'est une partie de l'histoire. Parce qu'à chaque pic, les analystes trouvent toujours les bonnes raisons ici pour expliquer que cette fois, c'est différent. Et les prix du DRAM, ici, on peut dire que les prix du DRAM ont progressé de 110% sur un an. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils pensent que c'est différent maintenant. OK? 110% sur un an. La NAND a progressé de 100%. Ces niveaux de prix ne sont pas normaux. Ils sont le signe d'un cycle en phase d'expansion avancée. Et la vraie question analytique est donc celle-ci. Est-ce que l'IA a structurellement changé la dynamique cyclique de la mémoire ou est-ce qu'elle a simplement rendu ce cycle plus violent et plus long sans changer la nature fondamentale? Donc, les arguments pour la rupture structurelle sont réels et méritent d'être pris au sérieux. Micron vient de signer ses premiers contrats pluriannuels avec des clients stratégiques, dont un premier accord de 5 ans. Donc, c'est une première absolue dans un secteur qui est fondamental, qui fonctionnait historiquement sur des commandes trimestrielles. Donc, ces contrats réduisent mécaniquement la volatilité des revenus et donnent une visibilité que le secteur n'avait jamais connue. Donc, le carnet de commandes HBM pour l'intégralité 2026 est entièrement signé, y compris pour les prochaines générations HBM4, qui ne sont pas encore, voilà, elle n'en produit pas encore pour le moment, mais on a déjà commencé à en acheter. Okay? Donc, ce niveau de visibilité est structurellement différent de ce que Micron affichait il y a 3 ans. Et le marché adressable de la HBM est projeté en croissance de 35 milliards de dollars en 2025 à 100 milliards de dollars en 2028, soit un taux de croissance annuel de plus de 40% uniquement pour le HBM. Je n'ai pas parlé de NAND, je n'ai pas parlé de DRAM, uniquement pour le HBM. Donc, ces chiffres ne ressemblent pas à un cycle ordinaire. Et petite parenthèse, quand un secteur a besoin, parce que les mémoires, c'est une commodité. Quand la commodité est rare, d'accord, très souvent, les entreprises signent des contrats afin de pouvoir garantir un flux, afin de pouvoir sécuriser ici l'approvisionnement. Mais ce n'est pas durable. Et je ne fais que le dire, ce n'est pas durable. OK? On a vu plusieurs industries faire la même chose. Et quand les contrats sont arrivés à expiration, ils n'ont pas juste été renouvelés, tout simplement parce que l'offre était plus élevée que la demande. Donc, les prix spot étaient plus intéressants que les contrats qu'on a signés précédemment. Donc, faites attention, ça ne veut pas dire ici que toute la production est contractualisée. Non. OK? Donc, il faut retenir cette partie-là. Maintenant, je continue. Mais les arguments pour la continuité cyclique sont tout aussi solides. Ils viennent d'une direction inattendue. Google vient de développer un algorithme appelé TurboQuant. Et quand je dis vient de développer, techniquement, on peut se dire que ça date de moins d'1 an. Donc, TurboQuant ici réduit les besoins en mémoire des grands modèles de langage d'un facteur 6. Donc, ça veut dire ici qu'on a besoin de 6 fois moins de mémoire. Donc, NVIDIA travaille sur une approche similaire. Si ces algorithmes se généralisent, la quantité de HBM nécessaire pour faire tourner un modèle d'IA de même puissance pourrait chuter drastiquement. Non pas parce que la demande d'IA ralentit, mais parce que chaque unité de calcul consomme moins de mémoire qu'aujourd'hui. Ce serait un choc de demande négative d'une nature totalement différente des cycles précédents. Ce ne serait pas une récession économique qui réduit les budgets IT. Ce serait une amélioration technologique qui rend la mémoire moins nécessaire par unité de traitement. Et contre ce type de choc,
les contrats pluriannuels et le carnet de commandes signé pour 2026 ne protègent que jusqu'à leur échéance. Et je tiens à mentionner une chose. Concernant la partie amélioration algorithmique ici avec TurboQuant, ça reste encore du domaine de... Voilà, on va se dire ici que ça reste encore lié, ça reste encore du domaine de la publication. Ce n'est pas encore entré à grande échelle. Et encore, comme d'habitude, avec ces annonces-là, il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Je vous encourage à aller regarder ça ici. Mais pour le moment, considérez que l'ancien modèle où le TurboQuant n'existait pas, etc., a encore pignon sur rue, au moins pour les 2 à 3 prochaines années. Ça ne veut pas dire qu'à partir de la 4e année, ça va disparaître, mais juste pour vous attirer votre attention sur le fait que TurboQuant reste un effet d'annonce. OK? Ça reste un effet d'annonce, mais ça prend au sérieux maintenant. Donc, ce que TurboQuant révèle au-delà de la menace immédiate, c'est une réalité structurelle sur le secteur de la mémoire que l'investisseur doit intégrer dans son cadre analytique. La demande de mémoire n'est jamais une grandeur fixe. Elle est le produit de 2 variables qui évoluent en sens contraire. Le volume de calcul qui augmente avec l'adoption de l'IA et l'efficacité algorithmique qui réduit la consommation de mémoire par unité de calcul. Tant que la première variable croît plus vite que la seconde s'améliore, la demande nette de mémoire progresse. Mais si les gains d'efficacité algorithmique accélèrent, l'équation peut s'inverser sans que le marché de l'IA lui-même ne ralentisse d'un iota. C'est le type de risque que les modèles de prévision de revenus traditionnels ne capturent pas bien parce qu'ils ne ressemblent à aucun des cycles précédents. Face à cette complexité, Micron dispose de 2 protections réelles. La première est sa position géographique. Micron est le seul fabricant de mémoire d'envergure basé aux États-Unis. À une époque où les dynamiques géopolitiques poussent les hyperscalers américains à diversifier leur chaîne d'approvisionnement hors de l'Asie. Donc cette présence domestique n'est pas illimitée, mais elle constitue un avantage compétitif réel dans le contexte actuel. La seconde est son programme d'investissement. Avec un capex projeté au-dessus des 25 milliards de dollars pour 2026 et une accélération prévue en 2027, Micron construit des capacités de production de HBM4 qui lui permettront de rester dans la course technologique face à SK Hynix et Samsung. Et je rappelle que SK Hynix a quelque chose de très particulier par rapport à la mémoire HBM4. Elle est la seule à produire la HBM4 en masse. Samsung est au début et Micron prévoit le faire. Donc, SK Hynix a le first mover advantage parce que c'est la mémoire la plus recherchée sur le marché en date d'aujourd'hui. Mais cet investissement massif, et là je reviens sur Micron, est aussi ce qui rend le scénario d'effondrement cyclique particulièrement douloureux si la demande se retourne. 25 milliards de capex annuels dans un environnement de prix en chute libre, c'est le mécanisme exact qui a détruit les bilans des fabricants de mémoire lors des précédents creux de cycle. Je dois mentionner une chose. Si vous investissez sur ces compagnies dans le secteur de la mémoire, s'il vous plaît, étudiez le secteur. Étudiez l'histoire de ce secteur avant d'investir un seul dollar. Parce que vous risquez d'être surpris par la violence du retournement de cycle. Et quand je parle de violence, le cycle se retourne très vite. Je dis bien très vite. Vous n'aurez pas le temps de vous ajuster. Parce qu'en fait, les résultats seront encore intéressants. Les PER seront encore intéressants. Mais en réalité, tous les voyants tous les voyants vont avoir tendance à signaler que le cycle se retourne. OK? Donc, faites attention. Et pour mentionner une chose, c'est difficile de savoir à quel moment le cycle va se retourner. Mais c'est une certitude que ça va arriver. Le meilleur moment d'investir sur ce type d'entreprise, c'est quand tout va mal. Ah oui, c'est quand tout va mal. C'est quand les PER sont très élevés. Donc, c'est quand tout va mal qu'on s'intéresse aux entreprises dans le secteur des mémoires. Tout simplement parce que ce secteur est en croissance structurelle. D'accord? C'est une croissance de structure. On a besoin de plus en plus de mémoire, globalement. Sauf que l'IA est venue amplifier cela. Mais l'amplification liée aux investissements liés à l'IA ici ne va pas avoir tendance à durer.
En tout cas, le volume ne sera pas le même à court terme. OK? Donc, il y aura un ralentissement. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, pour le moment, Micron, SK Hynix, Samsung, tant que les hyperscalers dépensent, tant mieux. OK? Donc, c'est uniquement ça qu'il faut prendre. Il faut prendre cela. Il ne faut pas oublier ce cycle-là. Donc, cette vidéo vous laisse avec une question précise. Face aux résultats records de Micron, disposez-vous d'une méthode pour situer avec exactitude le positionnement actuel dans le cycle mémoire? Quels sont les indicateurs capables de signaler un retournement avant qu'il ne se matérialise dans les revenus? Et les nouveaux mécanismes que sont les contrats pluriannuels et la HBM représentent-ils une rupture structurelle durable ou simplement une atténuation temporaire d'une cyclicité qui reste fondamentale? Je miserais plus pour une atténuation temporaire parce que ce secteur est fondamentalement cyclique. Et vous allez voir que vu que moi je le considère comme étant fondamentalement cyclique, ma conclusion par rapport à la valorisation sera complètement différente. Elle ne va même pas épouser le narratif ambiant, dans le sens où moi je vais pencher plus pour une normalisation des choses. Donc, c'est précisément ce que le Prompt Top Invest, intitulé « Achètes-tu un cycle ou un pic de ses bénéfices ?» vous force à construire de façon rigoureuse. Il vous oblige à cartographier les 6 phases du cycle propres à chaque secteur, à identifier des indicateurs avancés spécifiques à la mémoire, comme les niveaux de prix spot versus contrat, les délais de livraison, le ratio CAPEX sectoriel sur revenu, et à tester si le marché a déjà intégré un ralentissement potentiel ou continue de valoriser la trajectoire du pic comme si elle était permanente. Ce travail force immédiatement à poser une question que les résultats records rendent contre-intuitifs mais analytiquement incontournables. Les meilleures nouvelles de l'histoire de Micron arrivent-elles au meilleur ou au pire moment pour en tirer les bonnes conclusions? Je répète, les meilleurs résultats ou les meilleures nouvelles, parce que c'est un ensemble d'éléments ici, les nouvelles. Donc, on parle non seulement elles sont financières, mais vous avez les contrats, ainsi que les contrats, vous avez les contrats pluriannuels, ainsi que la production de 2026 qui est déjà complètement ici vendue et que 2027 est presque également terminée. Bref, vous avez une certaine visibilité. Est-ce que les meilleures nouvelles de l'histoire de Micron arrivent-elles au meilleur ou au pire moment pour en tirer les bonnes conclusions? Parce que dans un secteur cyclique, les résultats records ne sont pas une destination, ils sont une coordonnée sur une carte. Sans la carte, impossible de savoir si vous êtes au début du voyage ou à quelques pas du précipice. Et la carte ici, c'est la compréhension du secteur. Quelqu'un qui investit dans Micron, doit passer plus de temps à étudier le secteur d'activité comparé à d'autres entreprises, disons, prenons le secteur ici de la grande distribution. Ici, c'est très, très important. De toutes les façons, c'est une question importante, qu'importe l'entreprise. Mais là, c'est même déterminant. Si vous voulez investir avec conviction. Parce que quand on va faire la valorisation, comme je le mentionnais tantôt, arrivons ici. Première chose que je regarde, croissance des revenus. Vous pouvez déjà voir ici que c'est une entreprise cyclique. Ça se voit. Ensuite, je regarde quoi? La marge brute. Ici, au niveau de la marge brute, vous pouvez voir que la marge brute est également cyclique. Micron même s'est permis à un moment donné d'avoir un cycle, d'avoir une marge brute négative. C'est-à-dire que pour chaque vente que Micron faisait, elle perdait directement de l'argent avant même d'arriver au niveau opérationnel. Donc, elle n'avait même pas assez d'argent pour payer les employés, pour payer la recherche, le développement, etc. Et donc, c'est à ces niveaux, c'est à ça que ressemble généralement la violence du cycle. Et vous pouvez le voir, en 2009, c'était la même chose. Ici, en 2009, c'était également la même chose. En 2023 également. OK? Maintenant, le problème, c'est que entre les cycles, il y a également, entre les super cycles de croissance, il y a également des cycles baissiers. C'est pour ça que je dis, les résultats actuels sont certes exceptionnels, ça pourrait continuer pendant longtemps, mais ça ne sera pas une ligne droite. Ça sera plutôt des zigzags, comme vous le voyez là, parce que structurellement, c'est un business en croissance. C'est un secteur en croissance, mais également un secteur où les entreprises ne fixent pas le prix, sauf présentement, parce que la demande est trop élevée par rapport aux capacités actuelles. Donc, ici, sur les 20 dernières années, c'est 28% de marge brute. Sur les 10 dernières années, c'est 36%, 35%.
Sur les 5 dernières années, c'est 35%. Donc, on voit un maintien ici par rapport aux 10 dernières années. Ensuite, vous regardez la marge EBITDA. Est-ce qu'on va dans le même sens? Sur les 20 dernières années, 35. 10 dernières années, 45. Attention. Il y a un problème entre marge brute et marge EBITDA ici. Je ne vais pas le prendre en considération parce que la marge EBITDA ne peut pas être plus élevée que la marge brute. Ça, c'est impossible. Le problème n'est pas au niveau de la compagnie. Le problème est au niveau ici de Coifin. Soit ils ont confondu les deux ici. Dans tous les cas de figure, là, je suis juste en termes de constat. De toute façon, je ne vais pas utiliser la marge EBITDA ou bien la marge brute. C'est également pour vous, c'est également le moyen pour moi de vous dire, l'occasion pour moi de vous dire ici de faire attention quand vous regardez les agrégateurs. Il faut pas faire confiance aveuglement. De toutes les façons, on croit uniquement à ce qu'on voit dans les rapports. Et quand je dis croire, ça veut dire que c'est nos documents de référence. OK? Ici, c'est juste pour gagner du temps. Donc, on voit quand même que les éléments vont dans le même sens, que la marge brute soit plutôt, que la marge EBITDA soit plutôt la marge brute, que la marge brute soit plutôt la marge EBITDA ici. On voit qu'il y a une tendance. Ensuite, on peut confirmer cette tendance avec la marge nette. Les marges nettes ici, sur les 20 dernières années, c'est 12%. Sur les 10 dernières années, c'est à peu près 16%. Sur les 5 dernières années, c'est 17%. Donc, ça suit à peu près la même tendance. Maintenant, en termes de rachat d'actions, c'est plutôt stable. En termes de dette nette, je tiens à mentionner une chose. Ce genre d'entreprise doit avoir très, très, très peu de dette nette. Je parle de dette nette. Je n'ai pas parlé de dette. Dette nette. Donc ici, on a plus de cash que de dette. Donc on peut repayer la dette avec uniquement le cash qu'on a en banque. Et il nous restera à peu près également 5 millions, près de 5 milliards 800. Donc l'entreprise est bien structurée ici pour supporter un retournement de cycle. Mais rappelez-vous, elle a pris un engagement de dépenses en CAPEX de près de 25 milliards cette année. Et donc, le CAPEX, ici, on détermine est-ce que c'est un CAPEX de maintenance ou un CAPEX de croissance. Et ce ne sera jamais un CAPEX de croissance de manière générale ici. Et vous voyez qu'il augmente de plus en plus. OK? Donc, en termes de valorisation, qu'est-ce qu'on va donc faire? Pour moi, je prends les cash flows opérationnels. En moyenne, dans ce secteur d'activité, les cash flows opérationnels, si on prend en considération la période actuelle, si on ne normalise pas, ça va osciller entre 5 et 6 fois les cash flows. OK? Mais si vous normalisez, ça reprend à peu près, on ne paye pas plus de 10 fois les cash flows pour des entreprises cycliques. Et je prends donc quel chiffre? Est-ce que je prends les 10 dernières années ou bien les 5 dernières années? Alors, je prendrai les 5 dernières années ici parce que la croissance structurelle, elle est là. C'était déjà une croissance structurelle avant l'avènement de l'IA. Et avec l'avènement de l'IA, la demande sera encore plus élevée. Mais attention, l'offre va avoir tendance à dépasser généralement la demande de telle sorte que les prix vont avoir tendance à s'ajuster. Mais il y a de fortes chances que cette compagnie rapporte au moins 12 milliards 400. Parce que c'est presque, il n'y a pas énormément d'acteurs sur lui. Ils sont grand max, les 3 premiers, vous les connaissez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres ici, mais ce sont les 3 leaders globalement et c'est un marché en pleine consolidation. 12 milliards 400 à 10 fois les cash flows, ça fait 124 milliards. Sans prendre en considération la dette divisé par le nombre d'actions à 1 milliard 140 divisé par 1,140, valorisation globale 109 $. Je ne dépenserai pas plus de 109 $ pour cette compagnie. Et vous allez me dire, oh, mais l'entreprise échange à 8 fois les bénéfices attendus l'année prochaine. Oui, c'est vrai. Mais le problème n'est pas les bénéfices de l'année prochaine. Est-ce qu'ils sont durables? Est-ce qu'elle peut générer ce niveau de bénéfices-là sur les 8 prochaines années? Minimum. Même pas plus. Juste le même niveau sur les 8 prochaines années. Ma réponse sera non. Non, pourquoi? Parce qu'ils ont déjà commencé à augmenter les capacités. Et plus ils vont gagner de l'argent, plus ils vont augmenter les capacités. C'est comme ça que ça se passe dans ce secteur. OK? Donc, néanmoins, vous pouvez extrapoler pour ceux qui veulent spéculer, parce que je vais mettre ça dans le cadre de la spéculation. En 2029, on s'attend à près de 103 milliards de cash flow opérationnel. C'est presque 10 fois plus, 9 fois plus que la médiane qu'on a choisie. 9 fois plus. Mais attention, quand vous prenez maintenant les cash flows attendus, et sachez que c'est un business cyclique, le cycle peut se retourner très rapidement, et vous prenez à 6 fois les cash flows opérationnels, ça oscille entre 5 et 6 ici, divisé par le nombre d'actions,
à peu près 1,4 milliard. Pour quelqu'un qui spécule, 542 serait le maximum. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, etc., libre à vous. Mais dites-vous ici que c'est vraiment la spéculation, dans le sens où on n'est pas là pour du long terme. Moi, je ne sais pas faire ça. Donc pour moi, Micron, je viendrai l'attendre aux alentours de 110 dollars. Idéalement même, je dis bien idéalement, ce genre d'entreprise, on achète quand le tangible book value, quand l'entreprise s'échange à presque à un prix équivalent au tangible book value. Donc si elle vient nous chercher aux alentours de 60, ça sera même parfait. Mais c'est très rare. OK? Mais néanmoins, si le marché vous propose une opportunité pareille, parce que c'est déjà arrivé par le passé, comme je l'ai dit, quand le cycle se retourne, il est extrêmement violent. Donc, comme vous pouvez le voir, on a eu dans le passé ici, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq, six fois l'occasion d'achat, à peu près à une fois, au niveau des actifs tangibles nets. C'est le meilleur prix possible pour profiter de ce cycle structurel de croissance. Oui, parce que le cycle de croissance, la croissance ici, elle est structurelle et non conjoncturelle. OK? Donc, pour moi, un book to bill, un price to book ici de 1, à partir de ce niveau-là, c'est intéressant. Donc, s'il faut prendre en considération les attentes, etc., je normalise. OK? Et en normalisant, je sais que je fais une erreur. Dans le sens où, si je prends les 5 dernières années, HBM, le marché de l'IA n'existait pas. C'était encore à partir de 2022, ça fait déjà 3 ans. Donc, ça capte une partie, mais pas toute cette partie-là. Donc, je sais qu'il y aura une erreur fondamentale au niveau du calcul. Mais je ne cherche pas à avoir précisément raison, je veux avoir le moins tort possible. Globalement, ma réponse est simple, je reste très loin de Micron Technologies. Si je décide d'y investir, je considère que c'est un ticket de loto. OK? Donc, je considère que je vais payer toute la somme en question. Je pourrais gagner parce que je ne sais pas jusqu'à quel point ça pourrait commencer à monter, mais quand je vois des accélérations pareilles, ça, c'est souvent, c'est une exagération plus que toute autre chose. Comment est-ce que en un an, une entreprise fait 7 fois 7 en un an, vous pensez que c'est normal? Déjà fait 15% sur un an, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et alors, imaginez faire du x7 en une année. Une année. On n'est même pas encore au mois de août de l'année prochaine, parce que si on prend de l'année 2026, si on prend le mois de août 2025 par rapport à la période actuelle, si on prend la même période, on est en mai, voilà, prenons le mois de mai ici, avril, mai, on était oui, c'est ça, 117. Comment? En un an? Nous ne sommes pas dans le marché des cryptos, hein. Donc un marché sur lequel personne ne connaît la valeur de X ou Y. Ici, les gens anticipent déjà la croissance à venir et ils pensent que cette croissance-là va durer jusqu'à la fin des temps. Or, c'est exactement ce qui ne va pas se passer. Je dis bien, c'est exactement ce qui ne va pas se passer. Et pour vous qui vous dites ici également aujourd'hui que ouais, ceux qui sont toujours drivés par le FOMO, dites-vous une chose, le marché va avoir tendance à vous redonner une opportunité d'investissement ici. Ça s'est vérifié dans le passé, ça se vérifiera encore dans le futur. Ça, c'est une certitude. Ce marché n'a pas structurellement changé. Il y a juste une demande ponctuelle qui est très élevée. Donc, maintenant, libre à vous de faire ce que vous avez envie de faire sur une micro-technologie. Moi, en dessous des 100 dollars, en dessous des 100, ça pourrait m'intéresser au prix actuel. J'observe juste. Mais je ne suis pas en train de vous dire ici que le prix va baisser ou quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que le prix va faire demain. Tout ce que je sais, c'est combien est-ce que je suis prêt à payer grand max. C'est tout. Quand bien même je prendrai en considération la croissance à venir, je ne paierai pas plus que 500 dollars l'action. Et encore, tout en sachant que les attentes ici ne sont pas durables. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Comme je l'ai dit en début de vidéo, merci à tous ceux qui nous ont permis d'atteindre le 5%. Et également, je remercie ceux qui nous permettront d'atteindre ici le 95%. Toutes les informations par rapport au projet sont en description de la vidéo. Et je rappelle une chose, dans ce projet, je vous donne déjà quelque chose aujourd'hui et vous obtiendrez également quelque chose dès le moment où il sera réalisé. OK? Donc, allez-y voir en description de la vidéo si vous avez des questions. On se retrouve dans le groupe School. Donc, ceci n'est que mon avis sur Micron. Si vous avez des avis contraires, ça m'intéresserait de savoir à peu près qu'est-ce que vous pensez sur ce type d'entreprise. Mais moi, ça ne va même pas changer d'un iota. Jamais. Allez,
Bon courage à vous. Bye bye.